Attendez, il y en a qui pensent Mmh. que c'est important d'avoir des pays souverains. Comment on va faire pour mettre d'accord des pays qui sont en train de se débrouiller pas mal, qui affirment leurs spécificités, et puis d'autres qui voudraient se noyer dans un ensemble qui ne marche pas? Bonjour à tous, bonjour à vous, tous les abonnés d'Omerta de notre chaîne YouTube. Je le répète, c'est presque devenu pratiquement la même introduction à chaque fois, mais en plus c'est la vérité, c'est que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, vous êtes plus de 407 000 ce matin. Donc c'est un beau succès en 2 ans d'existence de cette chaîne YouTube et de cette émission du Grand Entretien. Nous avons démarré avec des petits moyens, modestement. Et puis on s'est hissé dans la cour des grands et aujourd'hui Omerta est, je peux vous le dire, un média extrêmement suivi. Je reviens de Roumanie et on est très connu là-bas, pays francophone, donc on nous écoute aussi beaucoup en Afrique. Donc ce prisme international d'Omerta marche très bien. On parle aussi d'affaires françaises, hein. Vous êtes aussi beaucoup à nous regarder en France. Et voilà, donc merci à tous. On est vraiment humblement, comment dire, rassurés, satisfaits. Voilà, on vous adore et on est content que vous veniez et que vous soyez toutes les semaines, chaque semaine plus nombreux. Voilà, aujourd'hui, pour commenter l'actualité, une actualité dense, très riche, et on a besoin d'avoir des éclaireurs, on a besoin d'avoir des gens qui nous décryptent ce qui est en train de se passer. Je reçois Alain Juillet. Alain Bonjour. Juillet, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous venez, et Mhm. c'est tant mieux. On aime bien vous avoir régulièrement. Vos vidéos sont très suivies. Il y a beaucoup de viewers, et bon, donc du coup, on les met en avant. Je fais quand même un petit rappel sur votre parcours pour les nouveaux arrivés. Vous avez été dirigeant d'entreprise, ce qui est important Ouais. dans le monde qui vient, Mhm. puisque aujourd'hui, on se rend compte avec Trump Ouais, et avec exactement. d'autres, même, je parlais ce matin du négociateur Steve Witkoff de Ouais, mais Trump, ouais, c'est un entrepreneur. Donc exactement. aujourd'hui, la diplomatie et l'économie vont de pair, et Mhm. ça a l'air d'être la norme. Vous avez été aussi haut fonctionnaire français. Je le rappelle aussi, les gens vous connaissent beaucoup comme ancien directeur du renseignement au Mhm. sein de la direction générale de la sécurité extérieure, de la Mhm. DGSE, et vous avez été aussi haut responsable chargé de l'intelligence économique sous François Fillon jusqu'en 2009. Ouais, je peux dire, la Oui, Raffarin, Fillon et Villepin. J'ai fait 3 premiers vous avez ministres, fait vous les voyez, 3 premiers ministres, donc je m'étais arrêté à oui, Fillon, mais intéressant, parce que c'est justement très différents les uns des autres. surtout Villepin dont on entend Ouais, aussi de plus en plus exactement, parler. exactement. Voilà. Alors, donc tout d'abord pour commencer et pour commenter cette actualité immensément riche et qui nous offre des surprises presque tous les jours, je voudrais vous faire réagir sur ce qui se passe avec les décisions de Donald Trump de lancer Mhm. quasi unilatéralement cette véritable guerre tarifaire avec le monde entier. Alors, on ne peut pas dire qu'on était surpris parce que c'est quand même une promesse de Bah oui, campagne, hein. exactement. Parfois, on se demande, on se dit, Mhm. il y en a qui disent ah, mais c'est scandaleux. Oui, mais enfin, ça Non. fait un petit moment qu'il l'a dit. Les bourses de la planète ont battu des records, hein, de Mhm. chute, de hausse. Maintenant, ce matin, volte-face, il déclare suspendre pendant 90 jours sa guerre tarifaire. Qu'est-ce qu'il recherche, à votre avis? Ah, alors, d'abord, vous venez de le dire, hein, d'abord, il faut bien que tout le monde soit conscient que ce que fait Trump, tout ce que fait Trump, il l'a annoncé avant d'être élu. Alors, quand les gens disent, certains les pays, en particulier en Europe, mais comment il ne peut pas faire ça? Non, il l'a annoncé et il le fait. Donc ça, il faut se mettre ça dans la tête et il faut arrêter de dire ah non, mais c'est pas possible, c'est inimaginable, il va pas remettre en cause. Si, il faut partir du principe. Pour Trump, il faut bien partir d'un principe parce que pour moi, c'est fondamental, hein. Trump, qu'est-ce qu'il a constaté? 2 choses. D'abord, à son premier mandat, il voulait faire plein de choses, il n'a pas pu. Parce que le système, l'État profond, a bloqué ses initiatives. Ça, il ne l'a pas oublié. Il a dit du coup, dès que j'arrive, je change tout et je sors tous mes executive orders, tous mes décrets le premier jour pour qu'ils ne puissent pas les bloquer. Hein. À comparer avec la France, on dit il y a 100 jours. Eh ben Oui. non,
l'expérience Trump montre que le prochain qui prendra le pouvoir, il faut qu'en une journée, il ait tout changé. Parce qu'à ce moment-là, l'opposition est pris de vitesse. Ceux qui ont perdu sont pris de vitesse, ils ne peuvent pas réagir. Donc ça, c'est un point très important, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il avait été bloqué, sinon il aurait fait une partie de ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Deuxième élément de l'époque, c'est qu'il n'avait pas une équipe suffisamment solide et complète. Là, il s'est constitué une équipe. Il y a 2 think tanks qui pensent, qui réfléchissent pour lui, qui ont réfléchi à la stratégie. Il a des hommes et des femmes qui lui sont à 100% fidèles et qu'il a nommés partout. Il contrôle tout. Donc ça aussi, c'est très important parce que, et comme il a en plus... Il a eu la majorité au Sénat, à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle. Il a la majorité à la Cour constitutionnelle et il a la majorité des gouverneurs. En réalité, il a tous les pouvoirs. Donc ça veut dire qu'en plus, il peut imposer. Quand nous, on dit ah, mais les Américains sont furieux, laissez-moi rire. New York et la Californie, peut-être, sont furieux. Le reste de l'Amérique, actuellement, applaudit des deux mains. C'est vrai. C'est vrai. Quand on va dans le milieu de l'Amérique, du Texas au Wisconsin, au Nevada et ailleurs, ils applaudissent tous. Il y a quelques vengeances sur les Tesla. Évidemment, voilà. évidemment. Mais, les choses les plus visibles. Il y a le fait que l'Amérique profonde, l'Amérique du milieu, le Middle West, il en veut aux New-Yorkais et aux Washingtoniens, les Bostoniens et autres qui les méprisent souverainement. Et il en veut aux Californiens qui ont un peu trop étalé leur puissance. C'est clair. Donc, c'est la revanche. Un peu, c'est la revanche des villes contre des ruraux contre les villes, contre les citadins, d'une certaine manière. Donc ça, c'est les éléments de base. Si vous voulez. Ensuite, il y a l'homme et sa stratégie. Et là aussi, vous parliez tout à l'heure des entreprises, c'est un homme d'entreprise. Ce n'est pas un politique traditionnel. C'est clair, c'est un homme d'entreprise. Et en plus, un homme d'un monde d'entreprise très particulier, c'est l'immobilier. Dans l'immobilier, on prend des risques. On lance un projet, on ne sait pas si on va réussir. Et après, quand on vend les appartements, vous le savez tous, on présente l'appartement témoin qui est magnifique. Et puis après, l'appartement réel, il n'est pas exactement pareil. Et on essaie de vendre l'appartement réel au prix de l'appartement témoin. C'est comme ça que ça marche. Alors les gogos, ils achètent au prix de l'appartement témoin, grand profit. Les petits malins, ils réussissent à faire baisser un peu. Et la moyenne générale est quand même pas mal. Eh bien, c'est Trump, actuellement, tel qu'il fonctionne. Ce que vous disiez sur les taxes, il avait dit, dans le cadre de sa doctrine de repli sur l'Amérique, il a dit « Je veux forcer les entreprises américaines à revenir aux États-Unis. Il est scandaleux qu'elles aient délocalisé dans d'autres régions du monde pour des raisons de coût. L'intérêt, c'est les salariés américains, c'est le travail en Amérique, c'est le PIB américain. » C'est clair. Il l'a dit pendant toute sa campagne. Donc, il met des taxes en un premier temps pour dire aux Américains type, même Musk, parce que comme les autres, ou Google ou les autres, vous faites fabriquer vos produits à l'extérieur. Je vois Google, vous faites fabriquer à 80%. Votre iPhone en Chine, avec des pièces chinoises, ça coûte moins cher. OK, je surtaxe. Maintenant, ça va vous coûter 40... ça va coûter 40 à 50% plus cher, votre iPhone, qu'avant. Bon, que pensez-vous que va faire le gars de Google? Bien sûr, on va vous dire, il va s'opposer. Mais non, on ne s'oppose pas à un État, surtout à Trump aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je rapatrie mes usines chinoises, je les rapatrie aux États-Unis. Pendant 1 an, je vais perdre de l'argent, ou 1 an et demi, le temps que je reconstruise mes usines, mais après, c'est clair, et je vais regagner de l'argent. C'est ça la doctrine Trump, si vous voulez. Donc, il va forcer les entreprises américaines à revenir. Ça, c'est le premier point. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas logique qu'un certain nombre de pays ou de groupes étrangers, de pays étrangers, aient un avantage commercial sur l'Amérique, c'est-à-dire que la balance des paiements entre ce qu'on leur vend et ce qu'ils nous vendent, nous pénalise, nous, Américains. Ils n'achètent pas assez aux États-Unis. Clair. Dont l'Europe. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais vous taxer. De manière, quand vous regardez, comment est calculée la taxe est calculée sur la différence de chiffre d'affaires entre ce qu'on achète aux États-Unis et ce qu'ils nous vendent. Et ils compensent en disant, ben voilà, en quelque temps, alors là, ça varie un petit peu, on a les calculs, il faut les voir plus précisément, mais en 1 an, 2 ans, on va rattraper le retard, ou 3 ans, on va rattraper le retard, et on va rééquilibrer les comptes. C'est ça le calcul.
Alors, il l'annonce. De l'autre côté, de notre côté à nous, les Européens en particulier, mais nous on est vraiment à pleurer là, hein, tout le monde disait c'est pas possible, il n'osera pas. Dire de Trump qu'il n'osera pas, c'est le meilleur moyen pour qu'il le fasse, déjà. Hein. Il faut comprendre la logique du personnage. Bon, alors, il dit, ah oui, vous croyez pas? Ben vous allez voir. Allez, je vous le mets à tous. Je vous impose à tous hein, ce prix. Bon. Et ce matin, Alors, justement, là, les Européens comme les autres, tout le monde prend conscience et dit, ah mais c'est terrible, mais il va nous ruiner. Hein, alors le ministre des Finances chez nous dit, oh là là, ça va nous coûter. Alors là, quand il dit 0,2, laissez-moi sourire, hein, c'est pas 0,2. Mais enfin bon, peu importe. Mais il commence à dire, vous voyez, ça va nous pénaliser notre économie. Bon, donc panique générale, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Donc tout le monde est convaincu, et tout le monde fait des calculs qu'on a vus, Mme von der Leyen disant il faut faire comme ça, l'autre dit, notre président qui dit non, non, il faut faire comme ça, et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se met à chercher une solution. Et là, lui, malin, il a réussi son coup, c'est la panique générale, tout le monde a compris qu'il va mettre des taxes, alors il dit j'attends 90 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va faire des propositions, bien sûr. On a 90 jours pour faire des propositions. Et tout le monde va faire des propositions. On reviendra après sur le fait qu'il y a peut-être des divergences. Hein. Mais on va faire des propositions. Quand elles vont être faites, qu'est-ce qu'il va faire, l'Américain? Il va dire, comme on fait pour vendre un appartement. Si l'appartement, il vous dit, il vaut 100, vous dites, non, non, il vaut 50. L'autre vient disant, à 50, vous ne l'aurez pas, mais à 75, on pourrait s'entendre. C'est ce qu'il va faire. Donc on n'aura pas les 20% de taxes, mais on va avoir moins, mais on va offrir des contreparties qui font qu'il aura obtenu. Et lui, il va pouvoir dire à la fin aux Américains, j'ai réussi mon coup, l'industrie, les entreprises étrangères vont investir aux États-Unis, premier objectif, on va taxer les importations extérieures, donc on va mieux se porter chez nous parce qu'on va acheter américain. On est dans le protectionnisme, mais ça marche. Vous voyez? Et c'est clair, mais ce qui est effarant, c'est que les gens ne veulent pas le voir et alors disent c'est scandaleux. Mais non, c'est pas scandaleux. Il défend l'intérêt de son pays parce qu'il ne faut pas oublier pour Trump qu'il a été élu avec un concept. C'est un pari, hein, Trump. C'est pas autre chose. Hein. C'est nous sommes en train de décliner, nous ne serons plus leader mondial en 2050, d'après le FMI. Hein. Les Chinois seront devant nous. Moi, Trump, je dis, on peut enrayer le déclin, on peut se relancer et rester leader mondial, mais il faut prendre les vraies mesures. Donc, identifier tout ce qui ne va pas aux États-Unis, en commençant par le wokisme, les minorités, machin, qui faussent complètement les équilibres. Hein. Et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, puisqu'il il adresse des messages aux entreprises françaises, commerçants. Mais bien entendu, il envoie des messages partout. Les Allemands vont faire 2 usines aux États-Unis. Volkswagen a annoncé relancer son usine aux États-Unis et fermer 2 usines en Allemagne. Ça y est. Hein. Bon, on a vu ça chez nous. Anti-woke. Oui, anti-wokisme, anti-discrimination, il explique que pour pouvoir continuer à commercer avec nous, absolument. Il dit les entreprises françaises qui pratiquent le genre et indiquent catégories entre la diversité, le genre et autres, il dit aux États-Unis, il n'y en a plus que 2, hein, c'est fini. Et puis si vous faites autrement, on ne vous achète pas ou on vous surtaxe. Donc il est en train d'appliquer, mais froidement, une méthode en étant convaincu avec ses conseillers que ça va leur permettre d'enrayer le déclin. Et c'est ça le vrai pari. Moi, je voulais... toutes les mesures qu'il prend ne me choquent pas. En comprenant la politique américaine qu'il veut faire. Hein. Bon. Mais par contre, ce qui est certain, c'est, on va le savoir dans quelques années, mais ça va prendre du temps. Est-ce qu'il est capable, avec ça, d'enrayer le déclin américain actuel ? Alors, il y a 2 solutions. Ou il y arrive, ou dans les 5 ans à venir, si vous voulez, on commence à voir apparaître des résultats. À ce moment-là, Vance, qui sera le président suivant, il est parti pour être réélu président. On en a pour 12 ans. Hein. Ou bien ça ne marche pas. Et là, évidemment, alors l'Amérique sera en grave difficulté parce qu'entre-temps, ça aura beaucoup bougé. Mais je pense qu'il va marcher au moins en partie. Et si ça marche aux États-Unis, comme toujours, dans les 10 ans qui suivent, c'est l'Europe qui basculera, qui fera la même chose. Et on le voit déjà. Et on le voit déjà, on le voit dans certains pays. Hein. J'ai une autre question à propos de Trump. En 1987, année au cours de laquelle il avait sorti son fameux L'art du deal, d'expliquer ça, qui est toujours d'actualité, brûlante actualité.
Il s'était payé, à l'époque il était milliardaire, mais pour montrer que les idées sont anciennes, il s'était payé 2 pages de pub dans un canard, je ne sais plus lequel, je crois que c'était New York Times peut-être, ou le Washington Post, où il expliquait sa philosophie. J'ai retenu cette phrase où il disait nous protégeons des supertankers Oui. qui ne nous appartiennent pas, qui convoient des cargaisons qui appartiennent à d'autres, à destination de pays alliés qui ne nous aideront pas si nous en avons besoin. Il déployait ensuite des arguments expliquant que le monde, l'Amérique se faisait avoir par le monde. Oui, il en est convaincu. Et vous pensez que l'Amérique se fait avoir par le monde comme ça? Que les Allemands, par exemple, vous avez entendu parler du triptyque Gerhard-Schröder. Bah oui, avec la Chine, et l'économie, la Chine, voilà. les énergies, la Russie et la défense. Oui, moi, je crois. Enfin, je ne pense pas que l'Amérique se fait avoir parce que je pense que les présidents américains ont accompagné cette évolution. Hein, la plupart des présidents américains ont joué dans ce sens-là pour de multiples raisons. Hein, mais indiscutablement, l'Amérique, en jouant le leader, en étant le leadership, en assurant le leadership mondial, pour être indiscutablement le leader mondial, n'hésitez pas à céder sur un certain nombre de choses pour dire, oui, on est gentil avec vous, hein, on est les chefs, mais on vous écoute, on fait des choses avec vous. Ça permettait aussi d'accroître l'influence culturelle. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais vraiment, le problème avec lui, c'est que c'est bénéfice. totalement différent. Parce que lui, c'est la doctrine de Monroe. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va se casser la tête avec tous ces pays du monde dans lesquels on envoie de l'argent? On a vu avec l'USAID, hein, on envoie de l'argent partout, ça ne sert à rien. Ces pays-là, en plus, nous agressent, nous attaquent, ça nous coûte de l'argent. Soyons plus raisonnables, on se recentre sur les États-Unis et on ne s'intéresse qu'à ceux qui nous intéressent vraiment. En l'occurrence, la Chine, parce que la Chine, c'est l'ennemi, c'est la Chine qui risque de nous passer, donc on fait tout pour bloquer la Chine. C'est clair. Alors là, justement, on voit qu'un seul pays reste dans son viseur. Ouais. Les autres, c'est suspendu pour 90 jours. Cette Chine que vous connaissez extrêmement bien, chaque jour, une nouvelle surenchère. Vous avez, je crois, avant-hier, 104%, de taxes. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Négociation. C'est sûr. Quand il bloque, c'est très intéressant avec Trump, quand il commence à bloquer, c'est qu'il négocie, il est en train de négocier. S'il bloque un... Vous voyez, là, quand la Chine, il a monté... Les Chinois ont répondu à sa première montée des taxes par une montée des taxes équivalente. Bon. Ah, il dit, ah oui, vous voulez jouer à ce petit jeu-là, j'augmente encore, ça fait 105%. Message pour les Chinois, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Donc, discutons. Et moi, je suis bien placé. Là, vous avez raison, je connais bien l'histoire, enfin en partie en tout cas. Indiscutablement, il veut négocier avec les Chinois parce qu'il est convaincu que ce n'est pas par la guerre que l'Amérique peut s'en sortir, même s'il la prépare. Il augmente à 1 000 milliards de dollars le budget américain. C'est le record absolu. Hein. Bon. 1 trillion de dollars. Et ce qui fait que vous allez voir les Chinois passer de 270 à 300 milliards de dollars. Bon, c'est ce que c'est. Ils suivent, hein, ils se suivent. Bon. Mais en réalité, voilà. Mais le bras de fer, il va se passer... Ils vont essayer de le faire sur le commerce. Et les Chinois, qui sont des commerçants nés, pensent très sincèrement qu'ils peuvent être meilleurs que lui dans le deal sur le commerce. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tentation, finalement, chez Trump, une sensation d'arriver un peu tard dans cette lutte? Il l'a dit. Hein. Alors, il l'a dit. Il a accusé Biden et ses prédécesseurs en disant bien qu'ils auraient dû faire prendre un certain nombre de mesures et qu'ils ne les ont pas prises. Si vous voulez. Il avait déjà pris des mesures pendant son premier terme. Oui. C'était la première fois où l'Amérique imposait des pratiques tarifaires aux Chinois. Et c'est la première fois. Il avait interdit l'exportation des microprocesseurs de Taïwan et d'ailleurs. Hein. Tout ce qui était numérique de pointe, il l'avait interdit. Bien sûr. Bon, entre parenthèses, c'est très intéressant de regarder cette affaire-là parce que les microprocesseurs, à l'époque, quand il a interdit les Américains et tout le monde a dit, les Chinois ne pourront pas rattraper avant 20 ans le niveau des Américains, donc ils sont cuits. Et puis on a découvert l'année dernière que les Chinois, sur les microprocesseurs, ils étaient arrivés juste à l'avant-dernière génération. Ils ont remonté à toute vitesse, beaucoup plus vite que prévu. Donc ça veut dire qu'ils vont arriver bientôt
au niveau de microprocesseurs de Taïwan, pour reprendre qui sont les plus pointus actuellement. Ça, c'est clair, ils y vont. Hein. Et là, à ce moment-là, comment on fait quand les Chinois... C'est exactement comme l'intelligence artificielle. Hein. Trump dit, nous sommes les leaders. D'ailleurs, on va investir une fortune en investissement en intelligence artificielle. Et 15 jours après, les Chinois sortent un premier, puis après DeepSeek, puis un deuxième. Ouais. Hein, et ils montrent qu'ils peuvent produire... C'est aussi bon, c'est moins cher. Ouais. Et oui, donc si vous voulez, on est rentré dans une guerre commerciale. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Entre deux grandes puissances, où je suis convaincu qu'ils vont se mettre d'accord. Alors ça sera au couteau, hein, c'est clair. Hein, ils ne sont pas des gentils, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Mais ils vont trouver une solution, parce que je pense qu'ils ont compris, ils ne vont pas se faire la guerre. Et je crois, plus ça va, plus je pense que les Américains ne veulent pas voir la Chine s'étendre partout. Mais je pense qu'ils vont accepter ce que ne voulait pas Biden. Biden, il disait toujours, moi, je ne veux pas d'une superpuissance à côté des Américains. Et les Chinois lui disaient, mais pourquoi vous refusez qu'on soit deux grandes puissances dans le monde? Je pense qu'avec... Ça, Trump, ça ne le dérange pas, Trump, en fait. ça ne le dérange pas. Oui, parce qu'il a une vision multilatérale réelle. Exactement. Et que Make America Great Again, ou plutôt America First, c'est s'occuper d'abord des États-Unis. Exactement. Et le reste du monde peut s'occuper de lui-même. Exactement, en disant si les Américains sont heureux. Il ne faut pas oublier que pendant son premier mandat, alors qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, hein, le niveau de vie des Américains augmentait. Hein. Oui. Alors qu'il a redescendu. Parce au niveau des minorités aussi. Et oui. Ouais, et les Noirs américains, par exemple. Et regardez les minorités, justement. Les minorités, pourquoi elles ont voté pour Trump cette fois-ci? On a dit comment les Espagnols, alors qu'ils bloquent la frontière sur le Texas, comment ça se fait qu'il ait pu... Les Chinois qui sont aux États-Unis, comment ça se fait? Mais en réalité, c'est parce que les fameuses minorités, si elles sont américaines, si elles travaillent et elles sont véritablement dans l'esprit américain, il est pour. Hein. Même les minorités arabes à dire mais pareil, mais attention, Michigan. Il faut qu'ils disent America First, c'est le drapeau américain. Hein. Bien sûr. C'est clair. Là, ça ne plaisante pas. Là, on ne dit pas, on n'agite pas, si vous voulez, pour reprendre la France, le drapeau algérien au stade de foot. Hein. Alors ça, ce n'est pas conseillé du tout. Parce que ça se termine immédiatement dans l'avion et on repart au point de départ. Hein. C'est vrai. Est-ce que vous pensez, là aussi c'est une hypothèse, mais en prenant ce que je viens de constater en Roumanie, que j'avais constaté également en Hongrie l'été dernier, puisqu'on avait fait... mais en Hongrie, c'est Orban qui est au pouvoir et ça fait 3 fois qu'il est réélu et c'est un allié de Trump connu. Donc il a les moyens. Mais ce qui est intéressant avec la Roumanie, c'est qu'on sent qu'il y a une sorte de nouveau, avec Giorgia Meloni en Italie, une sorte de cheval de Troie dans l'édifice européen qui est en train de se constituer. Vous pensez réellement que Trump a pour but d'accélérer ou en tout cas de s'attaquer à l'Union européenne et d'en précipiter la fin? Il a dit que l'Europe les avait toujours roulés dans la farine et qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Européens. Il est très agressif sur l'Europe. Hein. Il n'aime pas l'Europe, ça c'est clair. Il a épousé des Européennes, mais il n'aime pas l'Europe. C'est vrai. Ça c'est clair. De l'Est, d'ailleurs. Hein? De l'Est, d'ailleurs. Oui, de l'Est. Oui, mais ça aussi c'est important. C'est de l'Est, c'est pas de chez nous. Hein. Bon. Je crois ce qu'il voit en Europe, si vous venez de le dire, il y a quelques pays dont les dirigeants sont clairement souverainistes. Enfin, souverainistes dans le sens de l'Europe des nations, hein, gaulliste. Hein, parce que, quand je relis les écrits du général de Gaulle, je trouve que ces gens-là, Mélanie, Orban, ils ressemblent. Hein. Ah mais totalement, Ils ressemblent. C'est très vrai. En disant, c'est l'Europe, c'est les nations. Alors, on défend sa nation. Ils sont pas contre l'Europe, d'ailleurs. Attention, hein, Mélanie, elle n'est pas contre l'Europe. Orban non plus. Mais ils disent bien l'Europe des nations. Pas l'Europe fédérale, communautaire. Pas la superstructure qui impose. Ça ne marche pas. Et on le voit bien. Alors, ces gens-là, évidemment... Ils sont attirés par Trump et Trump est attiré par eux parce qu'il les retrouve. Il dit ils sont comme nous. Et dans le fond, je crois que c'est un message d'espoir que le donne l'Europe aux États-Unis en leur disant attendez, tout le monde n'est pas comme vous pensez. Il y en a qui sont comme vous et qui pensent que c'est important d'avoir des pays souverains qui défendent leurs intérêts et qui défendent leurs citoyens.
hein. Je dirais la mondialisation heureuse, c'est un désastre, tout le monde le sait, eh ben, on le reconnaît. Non, c'est ça. Bon. Ouais. Alors, c'est vrai, quand on dit ça, il y a ces pays qui font passer ce message et qui va bien avec le message de Trump, on voit bien que c'est en opposition avec un certain nombre d'autres pays qui restent très mondialistes, chez nous en Europe, hein, et que ça va poser un problème à un moment donné. Oui. Je pense que ça va poser un gros problème à un moment donné. C'est comment on va faire pour mettre d'accord en Europe des pays qui sont en train de se débrouiller pas mal, qui affirment leur spécificité et qui se débrouillent bien, et puis d'autres qui voudraient se noyer dans un ensemble et qui ne marchent pas. Oui. Vous savez, quand je voyais à Davos, à la dernière réunion de Davos, quand le patron de Davos, presque en larmes, en disant c'est que tout ce qu'on a défendu, ça marche pas, c'est dommage et tout, hein, et qui à la fin termine pratiquement en disant dans le fond, c'est peut-être la Chine qui a raison, je me dis quand même, attention. Ça veut dire que, alors la vraie question, ça va peut-être être celle-là, c'est est-ce qu'il faut continuer à être allié de l'Amérique ou s'allier à la Chine ou essayer d'être indépendant? J'ai entendu le député Bernard Guetta hier Ouais. faire une volte-face totale, justement, et se dire peut-être que l'Europe devrait s'allier avec la Chine. Mais oui. Le gouvernement espagnol va aussi dans ce sens. Alors justement, le gouvernement espagnol va dans ce sens je remarque un certain nombre de pays en Europe, aujourd'hui, regardent la Chine avec intérêt, si vous voulez. Alors, Oui. je ne vous dis pas qu'il faut devenir chinois, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des tensions qui sont en train de se créer avec ce que j'appellerais les souverainistes et qui sont pro-américains. Les mondialistes, bien sûr que les Chinois attirent, parce que les Chinois vous disent, mais nous, on est des mondialistes depuis toujours, on est là pour vous décider. oui. Ben, forcément, ils prennent Trump, ils prennent ce que fait Trump, et comme Trump choque beaucoup de monde, ils font exactement le contraire. C'est bien joué. Bien sûr. Bon, Bah c'est oui. bien joué. Ils ont la route de la soie, Bah les routes ouais, de la ils ont soie. tous les trucs, ils Ouais. vont ouvrir, on fait du commerce, Ouais, ouais. et nous on est gentils, et nous Voilà. on ne vous taxe pas, enfin tout va y passer. Hein. Donc c'est vraiment la guerre, la Ouais, guerre mais c'est commerciale. la grande guerre entre deux énormes puissances. Hein, et nous, est-ce qu'on a des politiques, hommes ou femmes politiques, qui sont capables, qui ont une vision suffisamment forte de l'avenir pour être capables de faire face à cette problématique? Et moi je le trouve très inquiétant. Je dirais que l'Europe, elle est éclatée. Hein, on ne peut pas dire, regardez, les positions de l'Espagne, qui en plus se développe bien au point de vue croissance, hein, de l'Italie qui est en train de faire un carton. Je crois qu'honnêtement, on peut dire, Ah oui. sans être pour elle particulièrement, il faut bien dire, le grand chef d'État en Europe actuellement, c'est Mélanie. Hein. Ah bah les résultats sont là, Mais économiques, partout. au niveau de Elle a l'immigration. récupéré le Moyen-Orient, l'Afrique, ouais. l'Afrique du Nord. Elle est invitée partout. Elle est bien. Alors, elle est bien avec les Chinois. Et elle a fait du bilatéral Mais pour oui, tout en résoudre ces bilatéral. problèmes. Oui, mais justement, Ouais. or Trump, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, Il dit lui il n'y a aussi. plus de mondialisation, C'est ça. on ne fait plus que du bilatéral. Ouais. Et le problème de l'Europe, ce qui lui pose l'Europe, c'est qu'on veut être un groupe, pas très uni, mais on veut être un groupe, alors que lui, il préférait faire des négociations bilatérales avec certains les d'entre États. eux. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la fin des fameux 90 jours. Il ne faudrait pas, on ne sait jamais, mais imaginons une seconde qu'au bout des 90 jours, ils disent, eh ben, en Europe, tel et tel pays sont taxés à 10% comme l'Angleterre, tel et tel pays à 20%, dont la France. Vu vos prises de position, est-ce que vous dites? C'était un peu ça qui était prévu. Hein. Ben oui, mais... Et là, qu'est-ce qui se passe? S'il y en a un qui a un avantage concurrentiel de 10% par rapport à l'autre. Ah bah, c'est lui qui rate Déjà, la ligne. regardez l'Angleterre, Ouais. mine de rien. Monsieur Stammer, là, bon, avec les États-Unis, il a été taxé qu'à 10%, Ouais. alors que nous, à 20%. Ça veut dire que Trump, sciemment, avantage l'Angleterre contre l'Europe. C'est la relation spéciale. Ben oui, mais... Oui. Eh oui, mais il faut le regarder. Quand on dit, mais non, on est alliés, on est ensemble entre la... Mais attendez. On avait presque l'impression que l'Angleterre était revenue dans Ben l'Europe. oui, là. tiens, Oui. regardez, vous allez Ouais. voir la différence au point de vue Ouais. des résultats économiques dans 5 ans. Enfin, il nous impose un visa là maintenant d'ailleurs pour aller, oui, oui. à Londres. Hein. Ah oui. Non, Ouais. non, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut arrêter de rêver. Si vous voulez. Ouais. Le drame qu'on a, c'est qu'on est dans nos rêves, on est convaincu qu'on a raison, parce qu'on est l'Europe. Hein. On est convaincu qu'on a raison. Alors, on défend nos idées, ce qui est tout à fait méritoire, je ne dis pas le contraire. Mais moi qui suis un réaliste, je dis, il ne faut pas défendre ses idées quand ça ne sert à rien.
hein. Mm. Si l'autre vous dit voilà les règles du jeu, je réfléchis pour dire comment dans ces règles du jeu je peux tirer mon épingle du jeu. Comment je peux m'en sortir. Il faut reconnaître qu'on ne donne pas l'exemple. Alors, par rapport à ce que vous venez de nous dire sur les Chinois et Trump, on augmente parce qu'on est en train de négocier. Il y a un point de blocage, mais on est dans la négociation. Il y a un peu quand même un pays avec lequel Trump auquel Trump a fait beaucoup de concessions, c'est la Russie, Ah oui, pour c'est clair. obtenir Oui, bec et ongle un cessez-le-feu en Ukraine. Sur le terrain, c'est toujours les armes qui parlent. Et pourtant, il n'a pas dit, il n'a pas fait de hausse de tarifs sur la Russie. Il n'y a pas de taxe douanière. Pourquoi est-ce qu'il ne l'utiliserait mais parce pas qu'il a besoin. là pour Ouais. Mais forcer la parce que négociation? la Russie, On depuis sent le bien que ça début, hein, piétine mais quand même. Trump, contrairement à certains qui ont dit que c'est un agent russe, qui est une Non, stupidité mais sans on nom. a vu des choses. Mais enfin, on a eu L'homme de tellement Moscou bêtises, à la ouais, une du non, point quand même. mais Hein. non, c'est absurde. Ouais, C'est absurde. ouais. Non, Trump, lui, ce qu'il voit, Mm. et ça c'est stratégique si vous voulez, c'est que s'il y avait, il ne le veut pas, hein, parce que c'est pas un homme de guerre, hein, même Mm. s'il augmente le budget, c'est pour faire une impression de force, Mm. rapport de force, mais c'est pas, il n'aime pas la guerre. Il dit, la Chine toute seule, l'Amérique, on peut se faire la Chine, on peut gagner, avec ça va avoir des pertes énormes, ça va coûter très cher, Mm. hein, on gagnera, mais on sera très affaibli, mais on gagnera. Mais contre la Chine plus la Russie, deux fronts, Mm. un front européen et un front là-bas, ça c'est pas, on gagnera pas. C'est pas lui qui le dit, ce sont les militaires américains. Il faut relire Miley, et Ouais. l'ancien qui avait fait une étude là-dessus. Hein. Donc il dit on peut pas. Donc qu'est-ce qu'il dit Trump? C'est toujours la même chose. Il est très réaliste. Il dit bon, je veux pouvoir m'intéresser à la Chine, lui taper dessus et lui faire peur. Donc pour ça, il faut que je sois sûr de moi. Si les Russes sont contre moi, les Chinois savent parfaitement que je suis capable de perdre. Donc, ils vont pas marcher. Si les Russes sont avec moi, ils savent à ce moment-là qu'ils sont isolés. J'ai beaucoup plus de chances de gagner la négociation. C'est ça. Donc, pour lui, le problème, c'est rattraper les Russes pour les ramener vers non pas l'Europe, Mm. parce que ça, il ne veut pas, mais vers les États-Unis. Vous savez que les stratèges américains ont toujours dit qu'il fallait éviter à tout prix l'union entre la Russie et l'Allemagne, parce que ça pouvait poser un problème au niveau du monde. Il serait trop puissant par rapport au reste du monde. Bon. Donc, lui, Trump, il applique un peu cette doctrine-là d'une manière en disant « je ne veux pas que l'Europe s'associe à la Russie, mais moi, je veux m'associer à la Russie, comme ça, je le coince. Alors, comme il est quand même méfiant, il n'a pas tort, hein, il faut voir les choses en face, comme il n'a pas tort, et de ce côté-là, il dit il faut que les Européens soient capables de, si jamais la Russie changeait d'idée, malgré le fait que je l'ai ramené du bon côté, il faut que les Européens soient capables de la bloquer et que je n'ai pas, s'il y avait guerre, à m'occuper de la Russie. Donc ça veut dire qu'il dit l'OTAN, hein, mais l'OTAN européen, hein, en OTAN américain, non. Mais, enfin, européen avec du matériel américain. Parce que, bien C'est entendu, ça le but à la fin, c'est à que la les fin, il carnets faut de payer commandes quand même, soient. hein, Ouais. pour que, voilà. Donc c'est Soit toujours rempli. pareil, on fait du commerce. Hein. Ouais. Donc vous achetez du matériel américain, mais c'est vous qui faites la défense de l'Europe. Donc c'est facile, vous voyez les forces russes, eh ben, vous montez avec l'OTAN, un OTAN qui puisse faire face à la Russie. Voilà. C'est tout. Donc, alors, entre parenthèses, quand on dit ça comme ça paraît simple. Là, effectivement, les armées européennes sont plus nombreuses que l'armée russe, mais quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, Oui. eh ben, on a besoin de tout modifier parce qu'on n'est pas bon. Ah non, puis on n'est pas On n'est pas en équipé, on n'est mesure pas préparé pour voilà. ça, on n'est pas Et préparé. puis on l'a vu, je Voilà. citais ce matin le papier du New York Times la semaine dernière qui explique que la guerre en Ukraine a été faite de bout en bout avec l'aide américaine. Enfin, Exactement. que les Américains étaient Derrière, aux commandes en fait. ouais, derrière. Ils étaient pratiquement. derrière partout. Donc ça veut dire que pour qu'on soit capable de la faire, il faut qu'on modifie complètement le format de nos armées, le matériel que l'on utilise. Enfin, il y a tout à revoir, hein, tout à revoir pour être capable de tenir. Et c'est ça, l'objectif que nous fixe Trump, c'est au point de vue militaire, c'est ça. Hein. Alors, mais tout en nous disant, avec lui, c'est toujours les deux côtés. Hein, il dit, vous allez assurer la sécurité de l'Europe, c'est à vous de le faire avec du matériel qu'on vous vendra, bien sûr, et vous faites le truc. Et d'un autre côté, hein, il dit aux Russes,
venez de notre côté parce que vous avez tout intérêt, vous allez gagner beaucoup. Et c'est vrai que s'ils rouvrent aux Russes, ils lèvent les sanctions et qu'il y a des courants d'affaires qui se font avec les Russes, avec des taxes et des taux, etc., une bonne partie des énergies et des mines, enfin des productions minières russes, partiront aux États-Unis. Hein. Et là, Trump, il est tout content. Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est toute une bascule. Mais il y a des raisons. Il a des raisons. C'est pas parce qu'il aime la Russie. Et ce qu'on ne comprend pas non plus, je crois qu'on en avait parlé une fois ensemble, une des fois où j'étais venu vous voir, c'est que lui, Poutine, par contre, il est terrorisé par ce qui se passe en Sibérie. Dans la Sibérie, avec le réchauffement climatique, plus personne ne veut travailler à cause des conditions climatiques. Il y a les moustiques, il y a le gaz méthane. Enfin, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. Les Russes ne veulent plus vivre là-bas, et c'est les Chinois qui viennent. Il y a une immigration chinoise qui est énorme par rapport à ce que nous connaissons depuis l'Afrique. Hein. Donc, Poutine, il est terrorisé parce qu'il dit, mais si ça continue comme ça à un moment, les Chinois seront majoritaires en Sibérie et ils vont demander l'autonomie pro-chinoise. Et comme c'est là où il y a toutes les énergies et les mines russes, la Russie n'est plus rien. Donc lui, il est très inquiet de ça. Oui, alors le fait d'être allié aux États-Unis, ben évidemment, ça lui ouvre de nouvelles opportunités. Bien sûr. Alors, pour terminer, parce que malheureusement le temps file, question autour de l'Iran, d'Israël. Oui. On a quand même l'impression que dans ces négociations autour de Gaza, qui n'ont pas ou peu abouti, on le voit, deux visites de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, avec des propos un peu extravagants. Il ne faut pas écouter Netanyahou. Non, mais est-ce que Netanyahou n'est pas quelqu'un qui, justement, avec le poids qu'il a auprès de Trump, serait capable de le faire? On le voit bien. Alors, en même temps, Trump annonce devant Netanyahou, il y a 2 jours, qu'il va négocier avec l'Iran. Mais est-ce qu'il a besoin de cette guerre qui finalement ferait un peu capoter tout le reste? Oui, mais si elle est embêtante, cette... Moi, je voudrais vous décoder, si je peux me permettre, je voudrais vous décoder un peu ce qui se passe. Vous êtes l'homme de la situation là-dessus. C'est très intéressant ce qui est en train de se faire. Ouais. Les négociations avec les Russes se font comme par hasard en Arabie Saoudite. Ouais. L'Arabie Saoudite, Bin Salman, le ministre, a eu l'intelligence, parce qu'il est malin, il est très malin, il est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Il a dit, parce que pour Trump, il lui a donné un argument terrible, il a dit « J'aime beaucoup votre politique, je suis prêt à investir jusqu'à 500 milliards de dollars aux États-Unis. Avec un Trump, quand je lui dis « Je vais investir dans l'industrie américaine et tout alors il va... Parce que les Émirats arabes unis se sont empressés aussi de faire. Bien sûr, et les autres ont dit « Mais nous aussi, on est tous d'accord. » Alors certes, les chiffres sont exagérés, mais peu importe. Donc, Trump dit, voilà des gens avec qui on peut parler. Ils comprennent le sens, ils ont le sens des affaires. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sur Gaza, vous avez pu remarquer que les pays arabes n'ont pas bougé pendant toute l'affaire de Gaza depuis le 7 octobre. Ils n'ont pas bougé. Pourquoi? Sauf les pays chiites. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Mais les autres n'ont pas bougé parce que les autres détestent les frères musulmans et que les frères musulmans ont créé le Hamas. Et ils détestent les frères musulmans parce que les frères musulmans, dans tous les pays arabes, ont cherché à prendre le pouvoir. Donc vous ne voulez pas demander à ces monarques ou à ces présidents comme le maréchal Sissi, comme ils l'ont dit d'ailleurs. Maréchal président. Maréchal président, vous n'allez pas lui dire on va mettre auprès de vous des gens qui ont déjà tué votre prédécesseur, Sadat, ou qui ont essayé de renverser le régime saoudien. Souvenez-vous quand même de ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc, ils sont. Alors, donc, du coup, quand Trump dit, mais il faut régler le problème de Gaza, eux, ils ne bougent pas, premier temps. Alors, Trump, il fait une annonce, comme on vient de faire pour les droits de douane. Eh bien, je vais transformer le Gaza en une Riviera. Alors là, tout le monde se met à hurler, et la Ligue arabe vient de proposer un plan de reconstruction de Gaza de plusieurs dizaines de milliards. Tiens, ils n'avaient jamais bougé, ils n'avaient jamais rien dit. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais ça ne pourra se faire que sans le Hamas. Donc tous les pays arabes viennent de dire, on veut que l'autorité palestinienne dirige Gaza et on va reconstruire Gaza. Est-ce que vous avez entendu Netanyahou dire un mot? Rien. Parce que Netanyahou est tenu, bien sûr, par Trump, qui lui a dit, si tu bouges une oreille, tu disparais. Ça, c'est clair, parce qu'il y a quoi lui faire disparaître 100 fois, lui, avec tout ce qu'il a pu faire.
Donc c'est clair. Donc il s'est mis d'accord, Trump s'est mis d'accord avec, souvenez-vous les accords d'Abraham qu'il avait Oui, signés tout à fait. à son premier mandat, Mhm. où il avait unifié tous les sunnites, à part l'Arabie saoudite à cause du problème de Jérusalem, il avait tué. Donc il est en train de régler ça. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il y a le problème de l'Iran et il y a le problème et il y a le problème des lieux saints de Jérusalem. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour Bin Salman, il avait refusé d'être dans les accords d'Abraham en disant moi je suis le gardien des lieux saints, je ne peux pas vous signer un accord avec Israël tant qu'on n'a pas réglé le problème des lieux saints. Or, pour faire la paix là-bas, il faut que l'Arabie saoudite soit impliquée. Donc Trump sait très bien, ça a été le message de l'autre côté, je mets beaucoup d'argent chez vous, mais la contrepartie, c'est vous me réglez le problème. Donc ils vont imposer, vous allez voir, ils vont imposer une Cisjordanie d'une certaine manière avec quelque chose à Jérusalem, parce qu'il sait très bien que sans ça, ça va continuer. Or, il veut la paix, lui, hein, Trump. L'Iran maintenant. L'Iran était devenu très fort, après les sanctions, était devenu très fort, parce qu'il y avait le Hezbollah qui se chargeait de faire le ménage dans les pays, et où était le Liban, et puis on a vu là les Houthis qui sont intervenus. Or, vous avez pu voir, les Houthis, l'Amérique, alors là, ils ont vraiment mis le paquet, parce qu'ils ont tapé. Hein. On n'en parle pas assez, mais ils ont tapé très, très fort. Depuis qu'il est arrivé, Trump, c'est plus un bombardement de temps en temps. Hein. Non. Ils se sont fait écraser. Bon, le Hezbollah, ça a été écrasé par les Israéliens. Donc, l'Iran est très seul, en définitive. La Syrie, qui était un allié, est maintenant entre les mains d'Al-Qaïda. Enfin, mais peu importe. Enfin, comme ça fera un foyer. Ah, mais il vaut mieux contrôler ça comme ça, et puis on verra bien. Donc, l'Iran est isolé. Et qu'est-ce que va proposer Trump? C'est très clair. C'est un marché qu'on connaît. Il dit, on fait la paix. Vous ouvrez, vous arrêtez d'attaquer Israël, vous jurez, et vous n'avez pas la bombe atomique. À quoi les types disent, mais moi, il me faut la bombe atomique parce qu'Israël, là, il menace tout le temps. Et Trump, dans la négociation de force, dit, attention, si vous continuez dans cette position dure, j'autorise les Israéliens à bombarder chez vous, parce que c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Oui. Il a dit, on tapera chez vous et c'est les Israéliens qui le feront. Oui. Bon, ça veut dire qu'il y aura la protection américaine, comme en Ukraine. Hein. Oui. Il y aura la protection américaine et ils vous détruiront tout. Donc vous avez tout intérêt à négocier avec nous, Américains, parce qu'on est plus intelligents que les Israéliens. On peut négocier. C'est ça le truc. On est toujours dans ce donnant-donnant. Et avec une clé, c'est que si les sanctions sont arrêtées autour de l'Iran, l'Iran, c'est la première puissance au niveau population du coin, et c'est la population dans laquelle les jeunes sont les mieux éduqués. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Ah non, mais il y a une possibilité. Bien sûr. Si ils n'ont plus de sanctions, l'Iran va faire un boom économique sans précédent. Ouais. Et ce n'est pas pour déplaire à Trump. Parce que là, on revient toujours au commerce. Toujours au même problème. Donc, si vous voulez, je crois qu'on est dans... Tous les éléments sont là. Alors, ça ne va pas se faire en un jour. Hein. Il va y avoir des bras de fer. Ils vont se menacer. Tout va y passer. Hein. Ça, on peut le faire. Question même peut-être subalterne. Les Russes sont très impliqués en Iran. Et ils avaient esquissé l'idée d'un deal global avec... Et les Chinois sont très impliqués avec l'Iran. Ah oui, c'est comme ça que l'Iran a eu le Covid, d'ailleurs, à cause de ses liens avec la Chine. Quand je dis les Chinois sont très impliqués en Iran, comme les Russes, hein, ça veut dire aussi que pour négocier sur l'Iran, il faut que les Américains commencent à discuter avec les Chinois. On ne peut pas faire un accord sur l'Iran sans qu'il y ait un accord complémentaire avec la Chine en ce qui concerne les relations Chine-Iran. Ça, c'est clair. Hein, vu les accords précédents qui ont été passés entre les deux pays. Donc, on voit bien que c'est tout un puzzle qui est en train de se faire. Alors, évidemment, et dans ce cadre-là, nos pays européens, le centre de l'Europe, le pilier européen, le couple franco-allemand, excusez-moi, mais ils comptent pour du beurre. Hein. On peut agiter nos petits bras en disant on est là, on est fort, mais enfin, non. Là, ce sont des négociations et des rapports de force au niveau mondial. Bon, malheureusement, nous sommes en dehors. Bien sûr. Alain Juillet, merci pour ces éclaircissements. Ça a été
brillant comme d'habitude et j'étais ravi de faire un peu la lumière sur tout ce qui est en train de se passer, se tramer et qui va conditionner notre monde du futur. J'espère que cet entretien vous a plu à tous. Je le rappelle régulièrement, on ne fait plus ça maintenant toutes les semaines, mais pratiquement une fois tous les 2 jours, vous avez un grand entretien qui est disponible sur la plateforme Omerta, sur notre chaîne YouTube. Alain, je vous dis au revoir, à une prochaine fois. Et à Merci. vous, merci Merci de beaucoup, m'avoir merci invité. d'être venu. Et à vous, je vous dis à très bientôt, à dans 2 jours pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.